Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je serai avec un développeur que vous connaissez tous, GraphiCart. Certains l'ont vu passer grâce à ses tutos, d'autres l'ont peut-être vu sur des streams sur Discord. Et aujourd'hui, on est avec lui pour parler de son parcours. Bonjour Jonathan, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, et toi? Ça va très bien aussi. Je pense que beaucoup de gens vont être ravis de voir cette vidéo, parce qu'il y a des gens qui te suivent depuis quelques mois, tout comme d'autres qui te suivent depuis quelques années, comme moi. Moi, ça fait peut-être, je pense que ça doit faire 10 ans, peut-être, plus que je te suis, ça doit faire 12 ans. Ça doit faire 12 ans que je te suis, je pense. Donc ça fait un moment. Donc je suis ravi de t'avoir là. Et en plus, je t'ai embauché pour travailler chez Teachee, et plusieurs fois d'ailleurs, en fait, sur Teachee. Ouais. C'est d'autant plus intéressant. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous raconter un peu ton parcours, comment tu t'es mis au développement et comment tu es devenu GraphiCart? D'accord, alors je vais commencer déjà par me présenter. Donc moi je m'appelle Jonathan Boyer. Je suis du coup développeur freelance depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant environ. Et en plus je fais des formations vidéo en ligne, donc sur un site et une chaîne qui s'appelle GraphiCart. Je sais le nom n'est pas forcément très bien choisi. Et l'idée, c'est de permettre à un maximum de personnes d'apprendre le développement, soit par plaisir, soit pour en faire son métier, évidemment. Pour mon parcours, moi, ça a été un peu particulier parce qu'au début, je n'étais pas forcément prédestiné pour le développement. Au début, je voulais plutôt travailler dans la 3D et l'animation 3D, donc rejoindre des studios comme Pixar et tout. Et finalement, en fait, pendant mes études, j'ai réalisé que j'étais un petit peu plus logique, créatif, et finalement, je me suis orienté de plus en plus vers le développement. Et c'est surtout en DUT que j'ai découvert ça. Et après, de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Et je suis un peu tombé dedans par hasard. J'ai pas forcément, c'était pas un choix de carrière au début qui était spécifiquement pensé pour ça. Surtout à une époque où c'était pas forcément ultra répandu au début. Et du coup, j'imagine le nom Graphic Art, donc Graphic Art, c'était pour graphique et art, j'imagine. C'était C'est parce ça. que tu pensais que tu allais aller vers cette voie-là, justement, la voie un peu graphisme, 3D, infographisme. C'était pour Ouais, ça, ou c'était pour totalement autre chose? c'est exactement ça. C'est quand j'ai commencé la chaîne, c'était à peu près quand j'étais en DUT. Et bon, au début, je faisais vraiment des tutos Photoshop, Illustrator, ce genre de choses. C'était pas mal la mode aussi à l'époque. Et du coup, ouais, j'avais nommé la chaîne en fonction de ça. Et en fait, j'ai dû publier au maximum 4 ou 5 vidéos sur ça. Et après, directement, c'est parti sur du dev, quoi. Donc, c'est pour ça que ça avait ce nom-là, quoi. Toi, t'es rentré en DUT, du coup, en quelle année? Donc, t'as fait un DUT en 2 ans, Ouais. DUT, quel DUT exactement? Alors, j'aurais infoutu te redonner la date là comme ça de tête, mais c'était DUT, ça s'appelait SRC, donc je crois que c'est MMI aujourd'hui. Ça s'appelait Services et Réseaux de Communication. C'est un nom qui veut un peu tout et rien dire, mais basiquement c'était un DUT où on voyait plein de choses. L'objectif c'était de former des profils de chefs de projet. Donc ça allait, on faisait de l'électronique, électronique, on faisait par exemple de la vidéo, donc apprendre à faire des courts-métrages jusqu'à du dev, quoi. Donc c'était vraiment très très large. Et l'idée c'est de former des profils qui étaient capables de communiquer avec des équipes un petit peu tout. Yes, c'est exactement, je vois très bien ce que c'était. Mm. Et aujourd'hui, ça s'appelle effectivement MMI, ça s'appelle Métier des multimédias et de l'Internet. C'est le DUT que j'ai failli faire, moi. Ouais, Je voulais faire ce DUT-là. Et malheureusement, j'avais pas été pris à celui proche de chez moi. Moi, j'habitais à Paris, ouais, j'habitais à l'époque, j'habitais dans le 18e. Et celui qui était le plus proche de chez moi, c'était à Bobigny, dans le 93. Et ouais. malheureusement, je n'étais pas pris et je devais aller beaucoup plus loin, donc je suis passé sur autre chose. Je suis passé sur un DUT informatique à la place. Ok, ouais. Et, donc toi, tu t'as fait ça pas en alternance, t'as fait ça en initial, les 2 années. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai fait les 2 années complètes. Il y avait pas cette notion d'alternance à l'époque. En tout cas, pour moi, ça m'était même pas proposé dans les choix, quoi. Du coup, en DUT, c'est là que t'as commencé à apprendre la programmation. T'as commencé par quoi comme langage, quoi? Qu'est-ce que t'as appris en fait dans ce DUT qui t'a mis dans la programmation justement un peu? Ouais, alors le DUT, franchement, je vais pas mentir, le niveau de programmation, il était pas forcément fou. L'idée, c'était de plus montrer aux gens ce qu'était le dev. Donc moi, le truc, c'est que j'avais déjà un petit peu exploré par moi-même. Au moment où je voulais travailler dans l'animation, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Flash, ce qui m'avait permis de commencer un peu la programmation avec un langage qui s'appelait l'ActionScript. Donc je dirais que c'est mon premier vrai langage. Mais avant d'entrer en DUT, on m'a fait un peu découvrir PHP. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup pratiqué PHP, en tout cas pendant ces 2 années de DUT. Pendant les cours, on avait un peu de Java, c'était du J2E, je crois. Mais c'était vraiment, on avait appris à faire un serveur qui disait bonjour et ça s'arrêtait à peu près là. Donc, c'est beaucoup été en autodidacte, en fait, que je me suis formé pendant mes années DUT.
Et après, j'ai eu de la chance d'avoir un prof, alors qui lui gérait les deuxièmes années, mais pendant que j'étais en première année, il m'a dit, au fait, tu devrais tester des frameworks et tout, et qui m'a permis de gagner un petit peu en compétences, et ça, c'était plutôt cool, quoi. Même si c'était pas directement dans mes cours, quoi. Yes, ça c'est clair, c'est souvent un peu comme ça, je trouve. À l'école, t'as pas énormément de choses, c'est un peu théorique, et c'est après un peu à toi d'aller creuser justement ces choses-là. Et pour moi, le gros avantage, c'est quand t'as cette chance-là de tomber sur un bon prof ou le bon intervenant ou parfois juste le bon camarade de classe qui s'y connaît un peu plus et qui t'envoie vers les bonnes ressources, quoi, en fait. Bah, c'est un peu aléatoire là pour le coup, et le truc, c'est que de toute façon, ces formations-là, en tout cas le SRC ou l'MMI, n'a pas vocation à faire de toi un pur dev technique. C'est peut-être, je sais pas comment ça s'est passé en informatique, mais nous, c'était vraiment du survolage. Donc, si tu découvres que tu es intéressé par une matière en particulier, tu vas être un peu frustré parce que c'est pas le focus en fait de la formation. Donc, c'est là où il faut pratiquer par soi-même ou aller plus tard vers une formation qui est spécifiquement dédiée à ce qui t'intéresse. Clairement. Moi, c'était un peu ça. Moi, je voulais prendre le DUT SRC à l'époque parce que je voulais être concepteur multimédia. Donc, je voulais pas être dev. Donc, moi, c'est un peu comme toi. Moi, je voulais faire du graphisme, de la 3D. En fait, je voulais faire tout ce qui se rapporte au multimédia, du moment que c'était pour la création. Et après, pendant mes recherches au lycée, je m'étais rendu compte que le meilleur pour ça, c'était le DUT SRC. Justement parce que c'était pas orienté informatique. Moi, après, du coup, malgré... à cause de mes notes, j'ai dû me réorienter en DUT Info. Et en DUT Info, pour le coup, alors je peux pas te dire exactement comment ça se passe en entier parce que je suis resté 2 jours et je suis parti. J'avais pas la même fois. Au bout de 2 jours, je suis parti, mais clairement, ça se sentait que c'était très théorique. Et c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs, en fait, c'est que j'avais eu un cours de Java. Le cours de Java, il m'avait endormi et je m'étais dit, bon, c'est pas bon signe. Si je m'endors pendant les cours, c'est que ça va pas le faire. Et après ça, j'ai fait un BTS Info. Peut-être 2 semaines après, j'ai tout donné pour trouver une place dans un BTS informatique. Ça s'appelle Système et informatique des organisations. BTS FIO. Je sais pas. Ça dit quelque chose de non. Donc ça doit être en gros, ça existe toujours, je pense. Je crois que ça c'est le nouveau nom en fait. À l'époque, c'était un autre nom. Et en gros, c'est un BTS où tu apprends le dev, mais pour les organisations. Donc souvent, c'est du Java et c'est faire des ERP quoi. C'est apprendre à créer des ERP. Pour faire ça. Pareil, j'ai quitté au bout d'un jour. Voilà. Et après, je suis allé j'ai testé plein de trucs. Et après, je suis allé dans le privé où j'ai fait une formation qui ressemble un peu plus à du SRC, on va dire, sur le papier. Là, j'ai retrouvé l'info. J'ai fait ça en 2007-2009, le DUT. Donc de 2007 à... T'es rentré en septembre 2007 ou octobre 2007, j'imagine. Ouais, sûrement. Et t'as été diplômé, du coup, fin 2009. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Je pensais que c'était un peu plus tard, d'accord. Donc ça fait un moment quand même. En 2007, moi j'avais 15 ans. Donc t'étais déjà... C'est quand j'ai commencé à prendre le dev, mais au lycée. Ok. Du coup, tu parlais d'ailleurs de framework. Tu disais que ce prof, il t'avait envoyé vers des frameworks, etc. Avec quel framework t'as un peu commencé à t'amuser justement formation? C'est celui qui a été le premier finalement de la chaîne aussi pour ceux qui ont connu la chaîne au tout début. Le framework qui s'appelait CakePHP. D'ailleurs, je crois qu'il existe toujours. Mais c'est celui qui m'a permis de découvrir la structure MVC et une certaine manière de travailler. Parce que quand j'ai découvert le PHP, vu que j'étais un autodidacte, on essaie de s'organiser un peu, mais on n'a aucun modèle en fait. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources qu'aujourd'hui sur Internet. Et du coup, c'est ça qui m'a permis vraiment de professionnaliser entre guillemets mon dev en découvrant une bonne manière d'organiser. Et c'est finalement un socle qui est utilisé par plein de technologies. Donc c'est ça qui m'a fait pas mal monter, quoi. Ok. Moi, je me souviens, effectivement, tu avais CachePHP, tu étais à fond dessus au début de la chaîne. Après, ça s'est gentiment orienté vers du Laravel un peu et du Ruby à un moment donné. Mais effectivement, CachePHP énormément. Moi, j'ai découvert CachePHP grâce à toi. Moi, je crois que j'avais commencé avec du Symfony à la base, puis du Zend. Et puis après, j'ai découvert CachePHP grâce à toi, donc j'ai commencé à en faire un peu. Mais le framework que j'ai le plus poncé en début de carrière, pendant mon alternance, pendant ma première année, je pense, c'était CodeIgniter. J'avais fait à fond CodeIgniter, qui était assez similaire à CakePHP dans un certain sens. Je me souviens bien, ouais. Je l'ai utilisé. En fait, je l'ai utilisé pendant c'était un stage que j'avais. Et c'était sur CodeIgniter. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ça parlera pas forcément, mais c'est un peu comme Laravel dans l'idée au début, quoi. C'était un truc assez simple à utiliser, c'était pratique. C'était ça, c'était vraiment très simple à utiliser. Tu pouvais le télécharger, le dézipper. De toute façon, à cette époque-là, il n'y avait pas de Composer et
Ouais, voilà, donc la vie était plus simple. J'ai l'impression que la vie était plus simple à l'époque. Ça dépend sur quel point, mais Ouais. ok, donc CakePHP, puis après la chaîne évolue. Qu'est-ce qui fait justement que tu crées cette chaîne, en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne à la base? À la base, en vrai, en DUT, c'est plutôt simple. C'est juste que, en fait, j'avais un peu d'avance par rapport aux autres personnes parce que moi, j'avais déjà fait 2 ans un petit peu dans le vide. Du coup, ben, il y a pas mal de gens qui venaient vers moi pour me poser des questions, par exemple sur Photoshop. Et du coup, je me suis dit, ben, plutôt que de réexpliquer à chaque personne parce que c'était un peu pénible, je vais faire une vidéo pour expliquer une bonne fois pour toutes. Et après, ben, de fil en aiguille, ben, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais à la base, c'est pas forcément un truc que j'avais réfléchi, quoi. C'était vraiment juste pour aider les personnes. Et après, ben, j'ai vu que c'était une manière assez efficace de le faire, donc j'ai continué, même quand je suis passé dans le dev, quoi. Et le tout premier site, GraphiCart, quand tu l'as créé, il était fait en quelle techno à l'époque, du coup? Ouf. Alors je me demande si c'était pas fait dans la première version du site qui avait pas forcément de rapport avec GraphiCart à l'époque, c'était Dotclear, je crois que c'était un équivalent de WordPress. Après, j'ai dû passer sur WordPress et après, ça a été CakePHP, je pense. Ok. Donc, ouais, j'ai pas mal changé de techno au fil du temps. Et voilà, ouais. Donc, en parlant de WordPress, d'ailleurs, t'as fait beaucoup de WordPress aussi comme tuto à une époque. En fait, souvent, les tutos sont quand même pas mal le reflet de ce que j'ai comme mission. Après, enfin, pas pendant le début, évidemment, mais un petit peu après. Donc, ouais, j'ai eu une phase où j'ai fait pas mal de sites vitrines et j'ai pas mal travaillé pour des agences. Et du coup, là, effectivement, on faisait beaucoup de WordPress. Ok. Ouais, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, de toute façon, je pense que c'est souvent ça aussi, c'est on apprend, faire le site t'a aidé à apprendre et du coup à partager en même temps et t'apprenais Ouais. au fur et à mesure. Pour les vidéos, en fait, le principe, c'est moi, quand j'ai cherché des ressources, je les ai pas trouvées. Et du coup, je me dis, ben, j'essaie de créer le contenu que j'aurais aimé avoir si j'avais pas ma propre recherche, quoi. Donc, c'est souvent ça qui, en fait, motive mes vidéos, c'est je teste un truc et je me dis, ah, j'aurais bien aimé qu'on me le fasse découvrir simplement ou j'aurais bien aimé qu'on m'explique telle ou telle chose. Et donc, c'est ça qui fait que je crée des contenus en général. Ouais, franchement, ça se ressent, je trouve, dans tes vidéos et je pense que ça a été hyper utile. Et du coup, là, on est en 2009, t'as fini ton DUT. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après, du coup? Est-ce que tu continues tes études? Est-ce que tu t'arrêtes? Du coup, je continue mes études. J'essaie de trouver une licence. Alors, je trouve une licence qu'un cousin à moi a fait, qui est toujours dans dans le prolongement du principe SRC, donc un petit peu de tout. Et je trouve une licence qui est à Toulon. Alors, je saurais plus te dire exactement le libellé du truc, mais c'était un an à rallonge, je crois. Mais c'était toujours le même principe. On continue un peu ce qu'on faisait. Donc, c'était une licence pro qui ensuite, normalement, a mené à un master pro. Mais moi, j'ai choisi de m'arrêter à la licence pro parce que je sais pas, des études qui me plaisaient en vrai. Et du coup, je me suis arrêté après à ça. Pour le coup, c'était une licence qui se passait à Toulon et c'était une licence qui avait comme particularité d'avoir beaucoup de distanciel, qui avait, je saurais, 5-6 semaines, je pense, de présentiel. Et après, tout le reste de la formation, c'était à distance. Sauf que c'était à une époque où les gens n'étaient pas trop prêts pour le distanciel. Il n'y avait pas eu encore le Covid qui était passé par là. Et donc, c'était un peu à l'arrache, quoi. Et dans cette licence-là, est-ce que tu penses que tu as appris grand-chose ou c'était plus juste intéressant pour avoir le diplôme en lui-même, on va dire, ou avoir du temps ou... Ouais, si je suis honnête, j'ai pas appris grand-chose parce que le format était un peu claqué, on va pas se mentir. Et du coup, il te donnait que quelques exos, t'avais pas vraiment de cours où tu pouvais apprendre quelque chose. Donc, t'es censé apprendre des autres, mais ça marche pas vraiment. Et ouais, non, j'ai pas vraiment appris. Surtout que ce qui s'est passé, c'est que pendant cette licence, à Toulon, il y a eu une bref qui a fait un petit concours pour proposer, en fait, pour proposer un taf. Et du coup, en fait, moi, j'ai fait ce concours-là, ce qui m'a permis d'obtenir ce taf-là. Et en fait, j'ai taffé pendant le distanciel. Ce qu'il faisait, c'est que je taffais et j'allais négocier avec l'entreprise pour avoir les 2-3 dernières semaines de l'année pour finir la formation. Donc en vrai, c'est pour te dire, c'était vraiment pas intensif dans le sens où j'ai pu taffer malgré que j'étais quand même normalement dans cette formation, quoi. Ok, et là c'était un boulot à temps plein, c'était pas du tout l'équivalent d'alternance, quoi. Non, là c'était vraiment un temps plein. En fait, c'est comme si j'avais pas fait entre guillemets ma licence pro dans le sens où j'ai trouvé un boulot pendant ma licence, quoi. Ok, d'accord. Ah, et ça c'est plutôt sympa. Et donc c'était horaire classique, c'était vraiment 35 heures CDI, donc pas en freelance, ça c'est en CDI. Non, là c'était vraiment, c'est mon premier et mon seul CDI du coup que j'ai eu. Ça n'a pas forcément duré. Ça a duré combien de temps du coup? C'était ma prochaine question. Ouais, franchement,
je dirais 7-8 mois, mais mes souvenirs là sur ce point-là, ils changent pas mal. C'était 7-8 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un licenciement économique. Et dans le principe du licenciement économique, c'est que c'est le dernier qui est arrivé, qui est le premier qui part. Et du coup, je faisais partie des 2 derniers recrutements. Donc voilà. Donc ça a été une expérience assez courte. Assez courte. Et tu faisais quoi, toi, comme mission, comme boulot dans cette boîte? Ouais, c'était pas mal de PHP. Il y avait un peu d'intégration, donc un peu de CSS. Mais c'était essentiellement du PHP, de la maintenance de site, sachant que c'était un peu à l'arrache à l'époque. C'est-à-dire quoi, on n'avait pas d'environnement, donc c'est directement tu éditais les fichiers sur le FTP, c'était horrible. C'est pas terrible en termes de structure. Là, la mission était cool, mais en fait, les technos n'étaient pas forcément optimales à ce niveau-là. Ah, c'était une autre époque. C'est ça. Avec Dreamweaver et tout, bon, pas top. Ok, donc tu fais le DUT, tu fais la licence. Qu'est-ce qui fait qu'après la licence, tu te dis, je vais pas continuer en master, justement? Est-ce que c'est le fait que tu aies eu un boulot ou c'est autre chose? Pour le coup, je pense que c'est le fait que j'ai réalisé que moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté dev. Je n'ai pas forcément un profil qui est intéressé par le fait de gérer des équipes, tout ça. Donc moi, en vrai, c'était plutôt la technique qui m'intéressait. Et concrètement, j'avais l'impression que dans les études supérieures, on allait plus vers des postes de manager ou de gestionnaire, plus que vers de la technique. Du coup, je me suis dit que ça servait à rien de continuer les études pour ne rien apprendre de plus. Et du coup, je t'avouerai que le côté, le fait d'avoir trouvé un travail m'a quand même pas mal influencé. Mais je pense que c'est surtout le fait de ne pas voir de perspectives intéressantes sur les 2 années d'après, quoi. Me dire, je vais pas apprendre plus de choses, donc pourquoi les faire? Ouais. En fait, j'imagine que déjà pendant le DUT, tu n'avais pas appris grand-chose. Ouais. Bon, tu avais eu la chance d'avoir rencontré ce fameux prof, mais tu n'avais pas forcément appris grand-chose. Et là, tu te dis, bon, je fais 1 an de plus, j'ai pas appris grand-chose. Ça n'incite pas à aller à repartir, j'imagine, dans des études plus longues, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Tu te dis, moi, le DUT, ça allait, mais là, la licence, tu te dis, bon, c'était pas super intéressant. Est-ce que j'ai envie de faire 2 ans de trucs pas intéressants, donc pour juste un diplôme que de toute façon, les gens vont pas trop vérifier. Justement, c'était ma question. T'as pas eu peur de te dire, si j'ai que un bac+3, je vais avoir du mal à trouver du boulot par la suite ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui t'a rassuré dans le fait que un bac+3 suffirait? En vrai, si je suis honnête, je me suis pas du tout posé cette question à l'époque. En fait, j'avais l'impression, par le fait que j'ai eu ce boulot-là, que trouver du boulot dans le dev, alors c'est pas forcément la même époque qu'aujourd'hui, hein, je tiens quand même à le préciser, mais à l'époque, j'avais l'impression que c'était assez facile. Et du coup, je me suis dit que c'était comment ça s'appelle, l'expertise et les connaissances qui priment sur le diplôme. Et en fait, même pendant l'entretien, on m'a demandé ce que j'ai fait comme étude, mais ça n'a pas influencé quoi que ce soit dans le choix du recrutement. Je dirais que par contre, ce que je regrette un petit peu, c'est, là ça va parce que je suis freelance, mais on va dire que dans les grilles tarifaires pour certaines boîtes, ça rentre en ligne de compte et ça aurait pu être un peu frustrant par la suite. Ouais, comme justification de on ne peut pas vous payer plus parce que vous avez un bac+3, tu vois. Ouais, c'est un peu mon constat, moi, durant des études et ma vie, pareil, de dev. Donc moi, tu vois, j'ai commencé quand t'as fini ta licence, j'ai commencé en 2010. Ok. Donc je suis rentré en DUT 2 jours, BTS 1 jour, puis j'ai trouvé l'équivalent SRC, on va dire, qui était un bac+3, mais dans le privé. Donc j'ai fait 1 an d'initial, 2 ans d'alternance. Donc j'ai fini en 2013. Et le constat que j'avais, déjà à la base, quand je suis rentré dans cette école, c'était pas 3 ans, c'était pour 2 ans. C'était vraiment un équivalent SRC à la base, en fait. C'était 2 ans, c'était privé, donc un peu comme Epitech, fallait payer la première année, mais après, comme c'est en alternance, tu payes pas. Et donc, moi, la promesse, c'était je vais faire un équivalent SRC et j'arrête et je vais trouver du travail, quoi. Enfin, moi, les études, c'était pas pour moi, quoi. Donc, au final, ça dure 3 ans, mais à ce moment-là, je me pose la question, parce qu'on reste en France, quelle que soit la ville, le diplôme, c'est important. Même chez les devs, mais enfin mon entourage arrêtait pas de me dire mais attention, faut avoir un diplôme, etc. Sauf que moi, pendant l'alternance, j'avais remarqué que au final, ça a l'air de pas si être important que ça, sauf quand tu vas dans effectivement des grosses boîtes, des grands groupes où là le salaire sera défini souvent par une grille salariale basée sur le diplôme ou basée sur un nombre d'ancienneté dans la boîte, ce genre de choses. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, le diplôme va te bloquer. Tu vois, j'avais bossé chez Publicis en stage. C'était mon tout premier stage. Chez Sam, c'était pas Publicis à l'époque, c'était Neuron France. C'était une boîte canadienne qui s'est fait racheter par Publicis. Et eux, concrètement, tous ceux avec qui j'avais parlé là-bas, mais N+1, +2, +3, ceux qui étaient bloqués, entre guillemets, en termes de salaire dans leur carrière, c'était souvent à cause d'un diplôme, quoi. J'avais des mecs qui étaient hyper forts en Flash, mais qui, parce que ils n'avaient qu'un DUT,
ça faisait peut-être 7 ans qu'ils étaient dans la boîte, bah, ils étaient bloqués à un certain salaire parce que dans la grille, on disait on peut pas te passer au salaire dessus parce que t'as pas de master, quoi. Donc, clairement, c'était bloquant, mais que dans certaines boîtes. Ouais, puis il y a le côté aussi, même dans d'autres... Enfin, si on prend ces grosses boîtes, le dev, c'est la personne qui est technique, c'est l'exécutant en bas de l'échelle, entre guillemets. J'ai pas l'impression que tu puisses monter. Alors, tu peux monter lead dev, mais en fait, très rapidement, si tu veux monter en grille salariale, de toute façon, tu feras plus de dev parce qu'il faut être manager et monter. Donc, j'avais pas l'impression que tu puisses avoir un justificatif à être dev avec Bac+5, quoi. En tout cas, moi, à l'époque. Bah, je crois que ça a pas mal changé. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, moi, j'ai fait un podcast avec Hugo, qui est le CTO de Malte. Et Ouais. tu vois, chez Malte, par exemple, il a fait même une vidéo sur sa chaîne YouTube où il expliquait différents postes qui sont des postes peu connus. Je pense qu'avec le temps, ça a pas mal évolué, ces choses-là, et que tu peux rester, alors pas forcément dev, mais je pense technique, dans des postes qui montent de plus en plus et où tu as une augmentation de salaire, quoi. Chez un bon site pour ça, d'ailleurs, c'est Shine. Shine, ils ont si tu tapes Shine grille salariale, donc Shine, la banque pour les entrepreneurs, si tu tapes Shine grille salariale, en fait, ils ont fait une page publique où ils mettent un peu tous les postes et les salaires qu'ils donnent en fonction des postes. Et c'est intéressant de voir que chez les devs, justement, tu as une évolution un peu de dev, ensuite lead dev, ensuite tech lead, ensuite staff engineer, ensuite je sais plus quoi, jusqu'à, je crois, le dernier poste qui doit être CTO, j'imagine. Et tu vois que, justement, tu restes un peu dans la technique, mais pour autant avec certains postes qui pourraient se justifier par un Bac+5 ou autre, quoi, tu vois. Ouais. C'est assez intéressant. Ouais, je pense que ça marche bien pour des boîtes qui sont dans le numérique de base, quoi, qui comprennent vraiment ça. La cité dans des boîtes un peu générales où le dev est un pôle parmi d'autres, là, c'est plus difficile, je pense. Donc, ça dépend aussi peut-être de la structure de la boîte. Ouais, clairement, c'est ça. Ça va être ça, je pense, le gros en fait, vraiment, la partie qui change tout, c'est le type de boîte au final. C'est ça. Est-ce que tu es sur une startup? Est-ce que tu es sur une ESN? Est-ce que tu es sur, un client final? Enfin, ça va être ce genre de choses, quoi. Ouais. Ok, du coup, toi, donc après la licence, tu fais, à ce moment-là, j'imagine quelques mois après, 1 mois ou 2 mois après, ça s'arrête en licenciement économique, dans la boîte. Et comment tu te retrouves freelance? Enfin, à partir de là, est-ce que tu cherches de boulot ou tu avais eu l'opportunité? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai commencé mon statut de freelance, donc mon auto-entreprise, quand j'étais en 2e année de DUT. Du coup, même pendant ma licence pro et aussi pendant que je taffais, le soir et le week-end, je continuais à faire des missions en freelance. Donc, c'est ce qui m'a permis de choper un peu de clients au fur et à mesure. Et en fait, quand j'ai eu le licenciement économique, j'ai commencé à faire l'inscription au chômage. C'était à l'autre bout de la ville, c'était très tôt, j'avais vraiment la flemme de me lever. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, ben, ça sert à rien, surtout qu'à l'époque, je crois qu'on tes revenus étaient retirés du chômage. Donc, je me suis dit, autant pas prendre le chômage et essayer directement d'utiliser le freelance pour avoir les revenus suffisants, pour éviter plutôt d'utiliser le chômage et d'avoir les revenus de mon freelance qui soient retirés de mon chômage, quoi. Donc, pour éviter de consommer des mois. Et je t'avouerai que j'ai plus souvenir de comment s'est passée la transition, est-ce que ça a été long ou pas. Mais l'avantage, c'est que j'avais déjà des clients et du coup, dès que j'ai eu plus de disponibilité, ça leur a permis de me demander plus de missions. Donc, ça a permis d'avoir directement des clients parce que j'étais déjà freelance avant. Et comment tu as eu ces premiers clients, justement, quand tu étais étudiant? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce statut? Alors, tu as créé un statut auto-entrepreneur directement? Parce que auto-entrepreneur, normalement, c'était en 2009. Donc, tu l'as créé en 2009? Tu l'as créé dès le... Ouais, je l'ai créé 1 an, je crois, après la création du truc. En fait, j'ai eu une première mission. Ouais, ça doit être ça. Franchement, j'ai plus le truc. Faudrait que je te retrouve les infos. Mais la toute première mission que j'ai eue, c'était en DUT. Je crois que c'était en 2e année. En fait, c'est un prof qui avait une amie qui était dans les vins, je crois, et qui avait besoin d'un site web. Et du coup, vu qu'elle a vu que je savais faire des sites, elle m'a proposé ça. Donc, bon, le prix était dérisoire si je compare à aujourd'hui. Mais c'était ça ma première expérience. Et après, ça a été souvent du bouche à oreille. Par exemple, j'étais dans une équipe Counter-Strike et il y a un gars dans l'équipe qui avait besoin d'un site. Et en fait, ça s'est fait vraiment comme ça, pas mal de bouche à oreille pour découvrir des clients, quoi. Et après, il y a aussi le côté, via le site. J'essaie de regarder un peu ce que j'ai pu faire au début, mais c'était vraiment du réseautage au début, quoi. Et via le site, du coup, via quoi? Via le site Graphic Art, tu veux dire? Tu avais aussi eu des missions? Ouais.
En fait, parce que les gens commençaient à me connaître un petit peu par ça, donc ça permettait d'avoir un justificatif entre guillemets de compétences. Et donc, quand les gens avaient besoin de créer un site, ils se disaient, tiens, on va lui proposer. Et donc, c'est aussi, mine de rien, un petit vecteur de missions à ce niveau-là. C'est de regarder un peu aussi, je trouve, les premières missions pour te dire d'où ça venait. Mais l'auto-entreprise, ouais, c'est ça, je retrouve, c'est 2009. Ouais, c'est ça, c'est l'année de création. Ouais, ça a été hier 2009. Donc, tu faisais partie des premiers. Quoi. Ouais. Early adopter. Et après, une mission que j'ai eue qui était pas mal grosse au final, c'était, en fait, j'étais en stage chez, je sais plus si ça existe toujours aujourd'hui, mais ça s'appelait Imob à l'époque. Et pareil, c'était des gens qui créaient des tutoriels. Et en fait, par eux, j'avais trouvé d'autres personnes qui cherchaient des développeurs. Et donc, j'étais freelance aussi pour ces autres boîtes-là, quoi. Donc, c'est essentiellement du bouche à oreille, en vrai. D'abord au niveau local, parce que j'étais à Toulon et qu'il y avait pas mal de demandes. Et après, ça s'est fait un peu plus par le bouche à oreille. Et Imob, du coup, eux, par exemple, comment ils t'ont connu? Je crois que, en fait, c'était quand j'étais en DUT, il fallait chercher un stage en deuxième année. Et du coup, je les avais contactés. Je crois que ça s'était passé comme ça. Ok. Et vu que je savais faire du dev, ça les a convaincus. Ok, donc toi, à la base, tu cherchais pour le stage. Ouais, c'était pour le stage. Ouais. Et après, eux, ils t'ont donné des missions après le stage, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas eux directement, mais des connaissances à eux au moment donné des missions. Ok, d'accord. Ok. Ouais, moi, c'est un peu passé comme ça aussi. Je dirais, c'est donc en 2013, c'est ça. Donc en 2013, moi, j'étais en dernière année, troisième année. J'ai créé mon statut auto-entrepreneur en janvier parce que j'avais eu des camarades de classe qui déjà en 2012, j'avais déjà eu quelques camarades de classe qui me disaient tiens, j'ai tel site à faire. Enfin, mon oncle, il est plombier. Moi, j'arrive pas à faire le site. Est-ce que ça te dirait de le faire pour moi, etc. Donc, j'avais déjà eu une toute première mission, je pense, en 2012, mais un peu, sans statut, de la main à la main, avec un ami à qui, en fait, je l'aidais, lui, à faire le site. Lui, il avait le statut. Donc, lui, il m'a un peu payé sur son truc à lui. Pareil, c'était pas grand-chose. Ça devait être, je crois, c'était un site custom où on a dû créer le MVC en partant de rien, etc. C'était un site pour une boîte d'alarme. Fallait faire une vitrine pour une boîte qui vendait des alarmes. Je crois que j'avais été payé 200 € quelque chose comme ça. C'était vraiment pas grand chose. Ouais, moi, c'était pareil. Le truc de vignoble, c'était pareil. C'était un truc avec Flash et tout. Genre, j'avais galéré et tout. Et c'était 200 balles, quoi. C'est ça. Mais moi, ça m'allait très bien parce que c'était, déjà, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est un peu nouveau. Tu te dis, tiens, je gagne de l'argent avec mes compétences, en fait. Donc, c'est trop drôle. Et quelle que soit la somme, déjà, t'es très content. Et surtout, c'était plus l'apprentissage, moi, qui me faisait kiffer. À ce moment-là, c'était pas le fait de me dire tiens, je vais te payer, c'était le fait de ah ouais, là j'ai un vrai projet qui va se retrouver en ligne et je pourrais dire à des gens regarde, c'est moi qui ai fait ce site, même si le site est inconnu au bataillon, quoi. Mais c'est un peu moi ça qui me motivait, ouais. Et c'est pareil, ça a commencé comme ça. Puis après, j'ai créé mon vrai statut et je pense que facile les 8, 10, peut-être même les 12 premières missions que j'ai eues, c'était quasiment que du bouche à oreille. C'était des camarades de classe qui me recommande vers un client, puis ensuite un client qui est content, qui me recommande vers un autre client. Puis ensuite, j'ai commencé moi à mettre des choses en place comme me mettre sur 2-3 plateformes, appeler des agents de freelance, ce genre de choses. Et après, voilà, ça s'est fait. Mais dans ma vie, je pense que 60% des missions que j'ai eues, c'est ce que j'appellerais du réseautage. C'est l'équivalent c'est le bouche à oreille, ou c'est le fait que j'aille à des meet-up, ou c'est le fait que je sois dans des groupes Facebook et que les gens repèrent que je crée du contenu sur les groupes Facebook, ils se disent ok, il doit être bon. Et après, on me contacte, oui, salut, j'ai vu ton post sur Vue.js. Est-ce que tu prends des missions et ce genre de choses, quoi. C'était un peu comme ça, moi, que ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, ok, ouais. Et toi, tu dirais, si là, par exemple, est-ce que en dehors de de tout ça, en dehors du bouche-oreille, est-ce que tu as eu à un moment donné, on va dire un plateau qui fait que tu t'es dit, ok, là, il faut que je mette en place d'autres process pour trouver des clients? Ou est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as toujours fait que du bouche à oreille? C'est ça. En fait, moi, j'ai toujours eu la tête dans le guidon, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des missions. Du coup, j'ai jamais eu trop le temps de me poser cette question-là. Là, je commence à me la poser depuis un an, mais j'ai jamais eu à chercher, en fait. Du coup, les demandes, elles arrivent. Et donc, un peu, ça arrive en général assez bien en termes de timing. Du coup, non, j'ai pas eu à chercher jusqu'à maintenant. Donc, je saurais même pas te dire, tu vois, si j'ai à chercher, qu'est-ce que je vais mettre en place pour trouver? Qu'est-ce que j'essaie les plateformes, ce genre de choses? Je crois que j'ai essayé rapidement de m'inscrire sur les plateformes à un moment donné. J'ai jamais forcément eu de mission par ce biais-là. Je trouve que l'inconvénient de ces plateformes-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de manière de te démarquer. C'est-à-dire que tu es dans un océan de profils qui se ressemblent. Donc, c'est pas forcément
un truc que j'aime beaucoup, mais non, j'ai jamais eu à chercher. Sur les plateformes, c'est vrai que c'est... en fait, sur les nouvelles plateformes, en gros, on va dire, il y a 3 façons de faire sur les plateformes. Soit c'est une nouvelle plateforme, et donc, par définition, tu seras démarqué très vite parce que tu feras partie des premiers profils. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'être contacté par des petites startups qui lançaient leur propre plateforme. Et du coup, quand je m'inscrivais, j'avais forcément des demandes de mission parce que je faisais partie des premiers, en fait, à être là. Donc, c'est un peu un jeu où les premiers sont toujours les gagnants parce que les premiers qui jouent le jeu ont plus de visibilité et donc ont plus de missions et donc ont plus d'avis. Et donc, quand d'autres arrivent, eux, ils ont déjà plus d'avis que les nouveaux et donc ça continue. Ouais. Ça, c'est un peu la façon numéro 1, on va dire. C'est un peu le cercle vicieux. La façon numéro 2, c'est que quand tu arrives sur une plateforme type Malte, comme ça, qui a déjà trop de gens, la seule façon de se démarquer, c'est d'optimiser le SEO, c'est de comprendre un peu la manière dont la plateforme indexe les profils, d'optimiser ton profil pour le référencement et d'aller sur des technos où tu sais que peu de gens ont mis ça dans leur titre. Alors ce que j'entends par là, c'est que par exemple, même si tu sais faire, du PHP, du Ruby, autre, dans ton titre, dans ton profil, tu vas viser une compétence en particulier en termes de mots-clés pour être sûr d'être un des seuls qui ressort. Par exemple, nous, nous, on t'a engagé chez Tchizy pour faire un sujet SCORM. Et avant de t'engager, comme on voulait être sûr de l'implémentation, on avait cherché un expert sur SCORM à la base pour que tu puisses toi faire un point avec lui. Je sais pas si tu te souviens, t'avais fait un point avec un mec. Ouais, je me souviens. C'était un truc particulier, ce truc-là. C'est ça. Et en fait, comme SCORM, on savait que c'était particulier. Sur Malte, on a directement tapé, SCORM. Et en fait, je crois qu'en tapant SCORM, t'avais avec développeur, je veux dire avec le mot-clé développeur, t'avais peut-être 3 profils. Donc ces mecs-là, par exemple, c'est sûr que eux, ils se prennent toutes les missions SCORM qui passent, tu vois. Et comme c'est des missions en plus très précises, parfois, je pense que ça peut chiffrer assez vite en termes de... Enfin, ce que tu chiffres, par contre, autant que tu passes, c'est assez haut, quoi. Vu que j'avais mis React, c'est sûr que j'avais pas trouvé grand-chose. Ah, c'est sûr que sur les technos un peu plus larges, ça prend plus de temps. Ouais. Moi, sur Vue.js, par exemple, sur Malte, comme j'étais parmi les premiers à en faire en France, j'ai eu vraiment beaucoup de missions. Parce que justement, j'étais un des rares à avoir mis Vue.js, etc., Vue.js, puis Nuxt par la suite. Et ça montait et ça partait assez vite, quoi. Donc c'est vrai que les plateformes, c'est un jeu où faut trouver les failles. Et pour moi, le numéro 1, c'est soit tu vas sur une petite plateforme, soit numéro 2, tu optimises ton profil, soit numéro 3, tu vas sur justement des choses un peu plus niches. Et donc, comme tu vas sur des choses niches, ton profil va naturellement ressortir, quoi, en gros. C'est un peu ça. Mais c'est un peu compliqué, c'est clair. C'est pas le plus évident, les plateformes, c'est clair. Ouais, clairement. Du coup, ok, donc là, freelance, bouche à oreille, tout le monde t'envoie des missions, donc t'as jamais trop eu à te poser la question. Au bout de combien de temps t'as changé ton statut auto-entrepreneur vers entreprise individuelle? Enfin, au réel, du coup. Alors, je suis en train de regarder. J'ai créé le statut EURL en 2013. 2013 ou 2012? Ok. Non, 2013. Donc, 2013, ok. Donc, de 2009 à 2013. Ouais, 2009 à 2013, t'as fait que auto-entrepreneur, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, ce qui m'avait poussé à changer de statut, c'est il y avait un palier à l'époque qui était à 32 000 euros par an. Et aujourd'hui, il est complètement explosé. Je crois qu'il est à 72 000. Et du coup, en fait, c'est que pendant une année, j'avais fait au-dessus de ce palier-là. Et en fait, tu reçois une lettre où tu comprends rien. Donc, j'ai un peu paniqué et j'ai décidé de me créer un statut à ce niveau-là, à ce moment-là. Okay. Donc, c'était à peu près quand je faisais... je crois que j'avais dépassé, je faisais 36 000 ou un truc comme ça. Ok. En général, c'est un peu ce qui se passe. Ouais, alors, la règle, c'est que tu as le droit de dépasser 1 an, mais si tu dépasses 2 années de suite, tu es obligé de changer de statut. Ouais. En gros, c'est ça la règle. Ouais, en fait, tu pouvais dépasser, mais avec un palier particulier, je sais plus exactement. Et moi, je sais que j'avais dépassé le palier qui te laissait 2 ans, quoi. Donc là, c'était instantané, ça changeait de régime d'imposition et tout. Bah, ça change automatiquement, ouais. Et après, je disais que parce que je sais plus à quelle année ils ont changé pour 72 000, mais ça a été juste après que je crée les statuts. Et donc, j'étais en mode, fait chier, quoi. J'ai dû passer en entreprise alors que j'aurais pu rester en entrepreneur, quoi. Je crois 72 000, ça a mis du temps quand même. Hein. Je crois que c'était... du temps. Ouais, c'est de tête, si je me souviens bien, c'était en 2017 que ça a changé. Donc, pas de regret. Pas de regret. Non, t'as pas de regret, t'inquiète. Parce que je me souviens très bien comme moi quand ça a changé. Moi, j'ai eu un coup de chance de malade. C'est pendant longtemps, j'avais gardé le statut auto-entrepreneur jusqu'à, je crois, jusqu'à 2015, je faisais du freelance. De 2015 à 2017, je suis rentré en salarié pour faire un crédit bancaire parce que je n'arrivais pas à le faire avec les statuts auto-entrepreneur. Ouais, normal. Les banques, ils aiment pas trop, quoi. Donc, je me suis dit, bon, je prends un CDI juste pour faire le statut. Au final, le CDI me plaît, donc j'y reste un peu plus longtemps. Et donc, forcément, sur la période du CDI, je faisais moins de missions, donc j'ai jamais eu à dépasser les paliers.
Et donc en 2017, 2017, je quitte le CDI, je repars en freelance. Là, je vois que je vais dépasser les statuts, donc je me dis bon tiens, faut que je crée une SASU, machin. Et au final, je crois au moment où je me dis ça, je commence à faire les démarches, je vois la news qui dit c'est bon, ça augmente, ça double. Et ça passe à 70 000. Je dis ah bah c'est bon, je n'ai pas besoin de changer. Et du coup, bah en plus, on avait le droit de dépasser, en fait, t'as le droit de dépasser complètement. Il n'y avait pas de limite, il n'y avait même plus de seuil. Ouais. Tu pouvais faire entre guillemets, tu pouvais faire 1 million du moment que tu avais dépassé que la première année. La deuxième année, du moment que tu revenais en dessous du seuil, bah c'était bon. Et donc moi, je m'étais dit bon bah je vais faire ça. Moi, j'optimisais plus mon temps. Ça m'intéressait pas spécialement de faire des missions tout le temps et de gagner plein d'argent. C'était plus, je voulais avoir du temps pour mes projets, faire mes trucs. Donc, je m'étais dit, bah, au pire, je dépasse 1 an sur 2 et tu vois, l'année d'après, je ralentis et puis voilà. Et puis après, entre temps, de toute façon, je vais créer une SAS pour d'autres projets. Donc, ça me permettait de récupérer, les 72 000, t'es large hein, par rapport au palier d'avant. quand tu fais du forfait, je pense que ça va, mais quand tu fais de la régie, ça monte vite. Tu vois, quand tu fais de la régie, par exemple, et que t'es à 500 euros au jour, moi, quand j'ai commencé la régie, j'étais à 500 euros au jour. Bah, 500 euros au jour, les 70 000, tu les atteins assez vite, tu vois. Ça fait 10 000 par mois. Au bout de 7 mois, entre guillemets, sans vacances, au bout de 7 mois, t'as déjà atteint le truc, quoi. Donc, du coup, tu te fais moitié vacances, moitié boulot, quoi. C'est ça, ouais, c'est ce que je m'étais dit, moi. Tu vois, je m'étais dit, allez hop, on fait moitié vacances, moitié boulot et ça passe très bien. Ok, bon, en tout cas, sacré parcours, ok. Et qu'est-ce qui fait, justement, alors, grosse question que je sais que beaucoup de gens, certains doivent se la poser, j'imagine, surtout en ce moment avec la mode des SaaS, etc. C'est que toi, t'avais les compétences, t'avais une audience en plus, avec Graphic Art, t'avais aucun problème à trouver des missions qui, entre guillemets, venaient toutes seules. Est-ce que t'as jamais songé à lancer ton propre projet à côté, ton propre produit, c'est-à-dire donc pas le freelancing, mais vraiment entreprendre, lancer quelque chose, que ce soit même hors tech, hein, peut-être créer un bar, j'en sais rien. Ouais. Bon, avec l'audience, ça aurait pas aidé avec l'audience que t'avais, mais lancer un projet tech, que ce soit un SaaS ou autre d'ailleurs. Moi, c'est pas forcément. Alors déjà, j'ai pas d'idée. Donc déjà, c'est le premier problème parce que pour me lancer un truc, à mon sens, faut avoir une idée. Quand j'ai des idées, c'est pas forcément des trucs qui sont rémunérateurs ou en tout cas avec un modèle économique. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un peu de risque. C'est-à-dire que quand on va lancer ce genre de projet, il faut accepter de passer 3 ou 4 mois, voire plus, à développer quelque chose pour ensuite avoir les revenus plus tard. Il y a aussi le fait de la petite désillusion de la réalisation que le succès d'un projet n'est pas forcément que sur le côté tech. Il y a beaucoup de commercial ou autre. Donc même si tu as une bonne idée, un truc bien développé, c'est difficile. Et à mon sens, aujourd'hui en plus, il y a beaucoup de sites qui existent déjà, donc c'est très difficile de se faire sa marque. Mais il y a aussi le problème que pour que le produit soit complètement utilisable, il faut à la fois que le design soit correct, l'interface soit correcte. Donc ça implique aussi d'investir de l'argent dedans. Et je suis pas prêt à le faire dans le sens où j'ai pas une idée où je me dis à 100% cette idée elle va marcher et ça vaut le coup d'investir dedans, quoi. Donc c'est essentiellement par peur du risque et aussi par le fait que vu que j'ai des missions, c'est un truc qui me va très bien parce que ça me donne en fait des objectifs. C'est pas à moi de me dire voilà je me fixe tel ou tel objectif. Et je suis pas sûr d'avoir la rigueur suffisante pour travailler pour moi-même. Et l'avantage c'est que quand c'est pour un client, je suis juste en exécutant et j'ai pas trop à réfléchir sur le côté projet entre guillemets. Je réfléchis sur le côté dev, mais j'ai pas besoin de réfléchir sur l'aspect stratégique et c'est ça qui me plaît bien. En fait, c'est un peu par flemme, je vais pas mentir. Ouais. C'est un peu ce que je décèle, là. Mais je comprends très bien. Ouais. Et t'as jamais eu justement d'opportunités. Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. Et en fait, il y a beaucoup de devs qui ont le même profil que toi, qui ont un peu cette peur-là, tu vois, d'entreprendre ou quoi, du risque et tout. Et souvent, je me dis, souvent, on va te proposer du coup une opportunité. Tu vois, bah, mon associé sur TeachEasy, par exemple. Nous, on s'est connus dans la seule boîte où j'étais salarié. En fait, tu vois, un peu comme toi, j'ai eu qu'un seul CDI dans ma vie. Moi, c'était pour le crédit. Toi, c'était quand t'étais étudiant. Et en fait, dans cette boîte-là, c'était une start-up. Lui, c'était le CTO à l'époque, quand je l'ai rencontré. Et en fait, lui, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. C'est qu'il voulait pas forcément entreprendre. Il voulait juste trouver un job et il voulait aller dans le milieu des startups. Et donc, il est allé au hackathon de l'hôtel de ville. Ça s'appelle, c'est un hackathon à Paris. Okay. Et en fait, dans ce hackathon, bah, t'avais plein de fondateurs de boîtes, etc. Et ils lui ont proposé de rejoindre la boîte en tant qu'associé. Tu vois, mais associé, vraiment associé technique. Donc, en fait, c'était... t'avais des BSPCE, des parts avec entre guillemets des pourcentages sur le nombre d'années que tu restes, etc. Donc ça restait quelque chose d'assez safe, on va dire.
t'as jamais été approché pour ce genre de choses, pour être associé technique purement et... Non, j'ai jamais été approché. Après, il y a eu des phases où on m'a proposé des projets, notamment s'il y a une époque où tout le monde voulait créer son réseau social. Mais souvent, en fait, le problème, c'est que quand je lis les pitchs, le truc, je me dis, ça marchera jamais. Mais ça a jamais été des sites où je me suis dit, c'est intéressant, quoi. Pour moi, en tout cas. Ouais. Après, je suis assez critique à ce niveau-là, mais c'était souvent des variations de sites réseau social et parce que j'y crois pas trop, quoi. Ouais, t'y croyais pas, ouais. Et ouais. je sais qu'il y a une grosse agence avec qui tu bossais pas mal. Alors, j'ai oublié leur nom, mais je crois qu'à Strasbourg, peut-être qu'ils sont, je sais plus, ou à Toulon, peut-être aussi. Il y avait, Idématique. Ah, Idématique, voilà. Idématique. Eux, ils t'ont jamais proposé de rejoindre en tant qu'associé sur quelque chose ou, tu vois, enfin, pas, tu vois, ça peut être vraiment un associé minoritaire, hein, très minoritaire, mais justement, ils t'ont jamais proposé un peu de projets entrepreneuriaux de ce genre où t'aurais quand même toujours la casquette. Non, je crois pas, mais en plus là, c'était plus un côté agence. Du coup, dans le cas des agences, c'est un peu différent dans le sens où c'est un truc. Pour vivre, il faut forcément trouver de nouveaux clients. Et du jour au lendemain, ça peut vraiment se casser la gueule. Hein. Donc c'est différent pour moi d'un SaaS ou d'un produit où je me dis, le truc est pérenne dans le sens où si le produit, il a un intérêt et que donc il va trouver ses utilisateurs, techniquement, il peut fonctionner tout seul, quoi. Là où avec des agences, c'est un peu plus compliqué parce que tu es dépendant d'un tiers. Hein. Ouais, je vois très bien. Évident. Et dans le cas de le dernier en date, qui est un projet que je trouve hyper intéressant, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas découvert ce projet qu'a fait Jonathan, je crois qu'il y a une vidéo sur Graphic Art à ce propos. Jonathan a créé un éditeur, un page builder en fait, qui est plus simple que d'autres page builders qui existent. Il y en a plein, il y a Grape.js, il y a d'autres avec des noms bizarres dont je me souviens jamais le nom. Et toi, tu as créé un nouvel éditeur beaucoup plus simple, orienté composants, où justement d'ailleurs on peut créer les composants en React, etc. Et aujourd'hui, toi, par exemple, ça, c'est dans le cadre d'une mission avec Cyclic, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avant, ça s'appelait Boxriser et maintenant, ça s'appelle Cyclic. C'est une boîte e-commerce, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, pour faire de la vente de... C'est un peu comme Shopify, mais plus spécialisé dans le côté abonnement, en fait. Yes. Et eux, par exemple, pour qui tu as fait ce fameux éditeur, qui après, ils t'ont autorisé à le mettre en open source, etc., sous licence, pour l'utilisation payante, mais en tout cas open source. Est-ce qu'eux, ils t'ont jamais proposé, ou toi, tu t'es jamais dit, tiens, le projet, il est cool, je vais voir si ça pourrait être intéressant de rejoindre la boîte en tant peut-être qu'associé ou autre, ou je sais pas. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça avec cette boîte-là qui aurait été possible, tu penses? Non, pas forcément, mais en fait, c'est souvent aussi, j'ai beaucoup l'aspect open source. C'est-à-dire que si j'étais pas passé par cette boîte, j'aurais eu tendance à le rendre open source. Du coup, j'aurais pas fait un SaaS autour et je n'aurais pas tiré des revenus. Donc, non, ça m'est pas forcément venu à l'idée. Et après, là, le cas est un peu particulier dans le sens où c'est eux qui ont payé les heures pour avoir cet éditeur. Donc, c'est logique, ça leur revient à ce niveau-là. Donc, ouais, donc pas trop posé. Après, en fait, quand j'ai des idées d'outils, c'est souvent l'outil, je peux le développer pour qu'il corresponde à mes besoins. Je peux le développer pour le rendre open source. Mais il y a une étape supplémentaire si on veut développer pour en faire un produit. Et ça veut dire investir plus de temps pour que le truc fonctionne, investir du temps pour le support. Et vu que je suis déjà dans une phase où j'ai du mal à trouver du temps, j'ai pas envie de me lancer sur des trucs supplémentaires à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois un peu. Toi, t'as peur un peu. C'était si je me lance, faut que j'arrête des missions. Faut que j'arrête de prendre des missions parce que du coup, il faut plus de temps. Ouais, c'est ça. T'en as déjà pas beaucoup. Et du coup, t'as un peu peur que, avec la baisse des missions et en vivant sur tes économies, entre guillemets, il y a un peu trop de risques et que tu perdes un peu trop de choses, quoi. C'est un peu ça que tu te dis, j'imagine. Ouais, c'est surtout que j'ai du mal à... Pour l'instant, j'ai pas une idée de produit où je me dis, ce produit va se vendre tout seul, il va être bien et tout. Ouais. Et quand tu le vois, quand tu regardes un peu les gens qui ont des SaaS et tout, tu remarques que on a le biais du survivant, mais pour un produit qu'ils ont lancé qui a marché, ils ont peut-être passé 1 ou 2 ans à lancer des produits dans le vent. Donc dépenser beaucoup d'énergie sans que ça fonctionne. Donc j'ai pas forcément envie de ça, quoi. En tout cas à l'heure actuelle. Mais après, si à un moment donné un projet me tient à cœur et je me dis ça peut le faire, je vais me lancer dessus, quoi. C'est l'avantage, c'est qu'on a la possibilité en tant que dev de lancer l'outil. Mais je sais que dans le succès d'un outil, il y a aussi beaucoup d'autres aspects et c'est ça qui me refroidit un peu, quoi. Ouais. Le biais du survivant, c'est un truc qui est réel. Après, moi je le vois plus comme, en fait, le biais du survivant. Le truc, c'est que souvent quand on en parle comme d'une exception. Alors pour moi, c'est partout en fait. Tu vois, c'est ceux qui
ceux qui deviennent sportifs, bah en fait, il y a un biais du survivant. Le nombre de gens qui essaient de devenir footballeurs, bah il est énorme par rapport au nombre de gens qui y arrivent. Le nombre de gens qui essaient de devenir de grands pâtissiers, il est énorme par rapport au nombre de gens qui y arrivent. Et même toi, dans ton cas, tu vois, le nombre de gens qui essaient de se lancer en freelance, mais ceux qui ont les opportunités que toi t'as, ils sont infimes. Je trouve qu'en fait, c'est à peu près tout le temps. C'est pour ça que moi, ça m'a jamais trop fait peur, ce truc-là, en fait. Moi, j'ai toujours pris des risques affolants depuis que je suis jeune. Bah déjà, tu vois, quitter un DUT une fois que t'es accepté, c'est un risque que personne ne comprenait. Comme moi, je l'ai fait à l'époque, les gens se disaient, mais t'es rentré en DUT, pourquoi tu pars? Ça se trouve, tu vas pas avoir d'école. Admission post-bac, c'est fini. Tu peux pas. Enfin, une fois que t'as été choisi dans l'admission post-bac, tu peux pas en fait re-rentrer dans le système. T'es obligé d'attendre le semestre, voire l'année prochaine. Et donc, les gens me disaient, mais t'es sûr, tu t'as pas peur? Enfin, tu vas. Je leur disais, bah non, je sais pas. Je vais aller toquer à des portes et il y a bien quelqu'un qui va me dire oui. Mais c'est ce que j'ai fait. Je suis allé toquer à tous les lycées. Bonjour, j'ai besoin d'un BTS. Au bout d'un moment, il y a une école qui a dit bon, il y a des gens qui sont désistés, il nous reste une place, ok. Et une fois que ce BTS, je l'ai requitté, tu vois, bah pareil, je me suis fait la même chose. Je vais aller faire tous les salons. Je suis allé faire un peu tous les salons et puis j'ai trouvé une école. Bah c'était payant. Bah je me suis dit bon bah c'est la vie, j'ai pas le choix. Je fais ce qu'il faut pour payer la première année et on verra. Et en fait, je me dis que ce risque-là, tu l'as tellement dans tout que c'est vrai que ça m'a jamais trop fait peur du moment que tu connais les risques et que tu sais comment te relever si ça se passe mal. Moi, c'est un peu ça. C'est vrai que j'ai un peu une logique pareille de dev sur ces trucs-là. Je me dis, bah, if ça réussit, bah, j'ai tel outcome, else, ça fail, et du coup, qu'est-ce que je fais dans le else? Et du coup, je commence à faire mes if else dans les cas où ça marcherait pas. Ouais. Et en gros, je me fais un peu confiance sur ça, quoi, tu vois. Alors, en freelance, Mais t'as le côté, ouais, dis-moi. ouais, t'as le côté ambition aussi. C'est-à-dire que si on reprend l'analogie du football, tu vois, il y en a, ils vont aimer jouer au foot le dimanche pour s'amuser et tous ne cherchent pas à être sportifs. Donc moi, il y a cet aspect-là aussi dans le sens où entreprendre, c'est pas un truc qui me donne envie, quoi. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a des gens, c'est leur pitch, mais moi, en fait, les choses dans l'état actuel, dans l'état où elles sont, ça me va très bien. Et donc je me dis bon ben je vais pas m'embêter à essayer de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'aime, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté-là aussi, quoi. C'est que en fait certaines personnes ont du mal à le comprendre, mais là, le fait d'entreprendre, c'est pas forcément quelque chose qui motive tout le monde, quoi. Ah si, moi je comprends totalement justement. Je comprends quand c'est justement quand quelqu'un me dit bah moi je le fais pas parce que ça me chauffe pas plus que ça. Bah justement là il y a même pas de, tu vois, il y a même pas de débat. Enfin c'est comme si tu me disais bah, si je te dis pourquoi t'aimes pas les pommes, bah parce que je préfère les oranges. Bah ok, du coup il y a plus de débat. Il y a des ironie, tu vois. C'est vrai que c'est plus souvent je pose la question parce c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent par contre au fond d'eux mais qui ont plus peur et c'est plus la peur qui les retient que l'envie. Et c'est vrai que toi, en tout cas, bah, c'est plus l'envie dans ton cas qui t'a. Et d'ailleurs, moi, pendant longtemps, c'était comme ça. Je crois, pendant mes 5 premières années, j'ai toujours fait plein de projets perso, mais il n'y a aucun projet perso qui m'avait assez motivé pour me forcer à quitter le freelancing totalement et à reprendre. Parce que je me disais, en fait, non, le freelance, ça me va aussi très bien. Mais j'aimais bien faire des projets perso à côté, tu vois, j'en ai fait plein, mais qui n'étaient pas à but lucratif. Mais je sais pas, j'aimais bien ma petite vie de freelance où j'avais des petites missions par-ci, des petites missions par-là, du temps pour mes projets perso. Et après, un jour, ça a switché et je voulais... le freelance, ça me plaît... Enfin, c'est pas que ça me plaisait moins, mais je voulais autre chose et je voulais vraiment sortir un gros logiciel ou quelque chose. Et après, j'ai fait plein de choses et après, j'ai eu Teacheasy, quoi. Tu vois. Et mais c'est vrai que, par contre, j'ai toujours eu des projets autour de ce que j'aime. Par exemple, Teacheasy, c'est parce que je faisais pour la faire très courte, je crée un bootcamp. Le bootcamp n'a pas marché parce que c'est les risques de l'entrepreneuriat et il y a eu le Covid, donc on a fermé la salle et enfin bref, tout un tas de choses. Donc on n'a pas pu lancer le bootcamp, c'était en présentiel. Et pour pallier au bootcamp, on s'est dit on va le faire en hybride et donc on va se créer notre propre plateforme. Et au petit à petit, on se dit pourquoi pas ouvrir la plateforme en fait. Et au final, c'est comme ça que ça s'est fait et voilà, c'était autour de la formation que moi j'adore faire. Moi, je donne des cours pendant 9 ans, tu vois, donc j'étais à fond et j'aimais bien. De toute façon, moi, perso, je reste persuadé que pour lancer un projet, même si tu es bon techniquement en dev, ça suffit pas. Il faut que tu vois un problème que tu as rencontré, entre guillemets, que tu cherches à résoudre. Donc, souvent, les gens disent « je vais chercher sur Internet, je vais taper 10 idées de SaaS pour toucher 10 000 euros en un mois », mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Si on regarde tous les trucs à succès, c'est toujours quelqu'un qui a identifié un problème, soit parce que il fait partie du métier ou autre, et qui va créer une solution à ce problème-là, et c'est ça qui va attirer les utilisateurs.
Donc aussi, il y a souvent ce problème-là que, en tant que dev, nous, on fait que du dev. Si tu te focalises que sur les problèmes de dev, ça limite quand même beaucoup de choses. Alors que si tu pars sur d'autres milieux, par exemple, tu es dans un milieu associatif et tu découvres qu'il y a tel ou tel problème et qu'une application pourrait résoudre le souci, c'est là où ça devient intéressant. Il y a aussi cette expérience-là qui fait qu'à un moment donné, tu vas te dire, ah oui, ben là, j'ai l'idée d'appli et je vais soit la développer en open source, soit la développer pour en faire un SaaS, et c'est ça qui va te donner, c'est un peu, ça te tombe dessus pour moi. C'est clairement, là, tu vois, là, t'as résumé un peu tout ce que beaucoup font quand ils veulent juste, quand c'est souvent que l'appât du gain, pardon, qui les intéresse. Pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup. Et comme c'est que l'appât du gain, ils tapent idée de SaaS pour absolument lancer un truc. Alors que comme tu dis, ça te tombe dessus. Parfois, tu peux aussi chercher, mais il faut que tu cherches en cherchant toi-même des problèmes autour de toi, en fait. C'est ce que je dis aux gens, je dis... C'est ça, c'est quelqu'un qui va te l'apporter dans ce cas-là. Voilà, ou quelqu'un te l'apporte, ou tu vas vraiment te dire, ok, en fait, est-ce que je me rends compte qu'il y a un problème que j'ai souvent vu, que moi, je peux essayer de résoudre, tu vois. Tu vois, je t'en donne un, par exemple, au hasard. Bon, il y a un truc, ça fait des années que j'ai envie de le faire, mais je le fais pas parce que j'ai pas le temps. De toute façon, je fais déjà trop de trucs. Mais c'est que pendant très longtemps, depuis, je crois, depuis ma 3e année d'étudiant déjà, donc ça commence à faire du moment, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de CMS, flat file. Enfin, t'en as 2-3, mais t'as pas de CMS, on va dire comme un WordPress, mais qui génère des sites statiques, en gros. En fait, depuis longtemps, je me dis que ce serait hyper intéressant pour des petits sites, parce que le caching, c'est cool, mais à un moment donné, en fait, le caching, ça, surtout dans WordPress, ça résout pas. Tu as Statamic, je sais pas si t'as testé. Si, je connais. Statamic, c'est un de ceux que je trouve qui est le plus proche sur ce. Ouais, c'est le plus proche de ce que tu cherches, effectivement. Exactement. Ça, du coup, maintenant. Exactement, qui est fait avec Laravel, normalement, de tête, si je me souviens bien. Et Statamic, ouais, c'est un truc que j'adore. Et ce problème-là, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de gens qui le résolvaient. C'est-à-dire qu'il y a Statamic, qui était un de ceux que j'ai repéré. T'en avais un autre qui s'appelle Flat, je sais plus quoi. Mais il y avait que ces deux-là quasiment. Ouais. Et je trouvais que c'est hyper problématique, parce que cette problématique-là, je l'ai revue tout au long de ma vie, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après on a inventé la Jamstack. C'est pour ça qu'on a inventé, tous ces trucs-là de SSG cumulé à des API, cumulé à une CI. C'est pour régler ce problème qui est, on veut éditer du contenu, que ce contenu soit généré statiquement, parce qu'en fait, il change pas, il change quasiment jamais, et que le peu de choses dynamiques qu'il y a dessus, tu peux faire des appels d'API pour régler le truc, quoi, tu vois. Et ça, pour moi, ça rend hyper rapide, performant, SEO friendly, moins de consommation de data sur le réseau, enfin, tu vois. Et ça, par exemple, c'est un problème. Le problème, c'est de vendre un produit à des devs. On est difficile, mais ça se fait. Hein, ils vont te dire, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, c'est l'enfer. Ça, c'est chaud, c'est très chaud. Il y a plein de boîtes qui le font bien, je pense, en ciblant des devs qui, eux, sont juste des advocates dans des boîtes où ils sont salariés. Tu vois, par exemple, au final, si on prend des boîtes comme Strapi, tu vois, Strapi, ça marche très bien, et pourtant, c'est un produit purement technique à la base. Nux, c'est pareil. Un mec que je respecte beaucoup sur ça, c'est Laravel. C'est Taylor Otwell de Laravel. Avant leur levée de fonds, ils ont fait une levée de fonds récemment. Avant cette levée de fonds, je crois que sur les 10 dernières années, il avait généré 40 millions de dollars avec tous les produits annexes à Laravel. Donc Laravel Nova, Laravel Spark, Laravel Forge, Laravel Envoyé et je crois que le dernier c'est Vapor pour AWS. Je pense que quand tu arrives à mêler un bon produit, on va dire par exemple là c'est de l'open source dans le cas présent, mais quand tu as un bon produit tech que les devs adorent, si tu crées un peu des services autour qui leur facilitent la vie, pour beaucoup d'entre eux, ils vont essayer de convaincre leur boîte que c'est plus facile de passer par ça que, tu vois, nous, chez TechEasy, si Laravel, ils avaient eu des serveurs en France, enfin, si leur solution leur permettait de se connecter facilement à des serveurs en France, je pense qu'on serait parti chez eux comme fournisseur de serveurs plutôt que ce qu'on a pris là actuellement, voilà. Mais à l'époque, c'était pas possible. J'avais essayé de faire du Laravel Forge avec du Scaleway. C'était un bordel sans nom et du coup j'ai un peu lâché l'affaire. Mais parce que le produit, je le fais tellement confiance que au bout d'un moment, tu te dis bon je préfère passer par eux. C'est un peu le modèle de beaucoup de techno aujourd'hui. Par exemple, si on prend Next ou ce genre de choses, c'est qu'ils disent on crée un logiciel, enfin un outil, on va dire, et ensuite tout ce qu'il y a autour, si je veux, et même tu vois, si on prend WordPress, si je veux héberger WordPress, on a la solution qui est directement dédiée. Je veux héberger Next, il y a la solution dédiée. Je veux héberger Laravel, il y a Forge. Et en fait, ça, c'est une très bonne manière de vendre un produit, quoi. Ouais, clairement. Donc, mais c'est tout un truc. Clairement, c'est tout un truc qu'il faut se poser. Il faut accepter de sortir un peu de la partie technique.
ou d'être avec un associé qui lui peut gérer ça et où ça se passe bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clairement une autre aventure, un autre genre d'aventure. Et toi aujourd'hui, dans donc les technos que tu fais le plus, les missions que tu fais le plus, ça va être quoi aujourd'hui? T'as fait beaucoup de PHP comme tu disais, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien comme mission? Là, en ce moment, depuis 3 ans, je dirais, à peu près, ça a beaucoup migré sur du front-end. À un moment donné, je faisais beaucoup de Laravel et de Symfony, mais depuis 3 ans, on me demande quasiment que du React, si je suis honnête. Après, c'est aussi parce que, il y a pas mal de missions sur le sujet, je pense. Et donc c'est beaucoup de React en ce moment. Ok, beaucoup de missions React, donc purement front. T'as déjà eu des missions Next ou pas du tout? Pas du tout. En fait, les missions React que j'ai eues, c'était que on est vraiment sur des applications qui sont que front-end, ou c'est des applications qui ont des besoins très spécifiques. Et le problème de Next, c'est que c'était un peu une boîte noire et donc on n'avait pas tout le contrôle sur tout. Et donc on avait fini par faire du rendu côté serveur un peu à la main. Ok, ouais, c'est pas évident. C'est une bonne question ça d'ailleurs. C'est toi aujourd'hui, par exemple, que ce soit sur React ou sur Vue, je dirais ce serait quoi les avantages de faire du Vue ou du React pur, ou de faire du Next ou Nuxt de l'autre côté? Pour toi, c'est quoi les avantages, inconvénients? Alors moi, le problème, c'est qu'en fait, dès qu'il s'agit de faire un site qui est rendu côté serveur, j'ai tendance à pas forcément aimer le côté front-end. Donc je trouve que ces solutions, elles sont intéressantes pour les gens qui font du front-end et qui ont besoin de faire un back-end. Mais pour les gens qui savent faire un back-end, c'est pas forcément idéal. J'aurais tendance plutôt à aller vers du Laravel, du Symfony ou autre. Mais en fait, pour moi, la question, elle se pose assez simplement, c'est est-ce que j'ai besoin de rendu côté serveur? Si la réponse est non, ben dans ce cas-là, j'utilise React directement. Et vu que mes projets, c'est par exemple des dashboards ou des trucs assez particuliers où il faut se connecter, donc il n'y a même pas de côté visible, on passe directement par du React classique, quoi, avec un serveur qui rend une page HTML et React qui se met par-dessus, quoi. Ça nous laisse aussi plus de liberté sur tout ce qui est routeur et autres, c'est mieux, quoi. Bah, c'est exactement la question que j'avais posée, c'est que même sur la partie, en fait, pour toute la partie architecture, ça t'intéresse pas, par exemple, Next ou Nuxt, peu importe, mais parce que c'est vrai que, alors moi, c'est un peu comme toi à la base, ce que j'ai tendance à dire, c'est si t'as besoin d'SSR, bah, ces trucs-là, ils servent parce que le SSR est plus simple. Ouais. Et si t'en as pas besoin, je préfère faire du natif. Mais après, il y a aussi l'argument, effectivement, qui est intéressant, qui est toute l'architecture de base. Parce que quand tu fais du Next ou du Nuxt, t'as une architecture de dossier, t'as des trucs un peu, tu vois, c'est déjà, ça vient avec certaines conventions qui peuvent peut-être simplifier la vie. Toi, t'en penses quoi de ça? En fait, le problème, c'est que soit tu les aimes, ces conventions, et elles te vont, soit tu les aimes pas, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons de logique. Et du coup, tu vas à l'encontre du framework et ça t'énerve. Moi, le problème, c'est que je suis pas fan du routing basé sur des noms de fichiers. Je trouve que c'est pas une bonne idée, mais après, c'est un avis perso. Et après, le problème, c'est que si je prends le dernier projet que j'ai créé, on a tout un système de permission où en fait l'utilisateur peut accéder à certaines routes en fonction de son niveau de permission. Et donc moi, dans la déclaration des routes que j'ai fait, j'ai la possibilité de spécifier un tableau de permission. Ça, si j'avais eu à le faire avec Next, j'aurais galéré à essayer de comprendre le fonctionnement interne pour arriver à rajouter ma logique. Alors que là, j'ai pu partir d'un routeur existant, prendre celui qui correspond le mieux à ma situation et rajouter ma logique par-dessus. Et je trouve que en fait, d'utiliser c'est un peu toujours le même débat quand on parle de framework, c'est que quand tu prends un framework, tu perds en flexibilité, mais tu gagnes en rapidité si tu acceptes les conventions du framework. Et moi, dans mon cas, je les ai acceptées, donc pour l'instant, je préfère faire à la main, quoi. Mais encore une fois, j'ai pas les problématiques de SSR, ce qui me simplifie beaucoup le choix. Là, ce que tu expliques, c'est exactement la raison pour laquelle nous, sur TCC, on a pris du Vue et pas du Nuxt. La toute première fois que j'ai fait le proto de TCC, c'était en Nuxt et en Tailwind. Et en fait, je perdais plus de temps à essayer alors pas forcément sur Tailwind, mais sur Nuxt, je perdais plus de temps à essayer de configurer le routeur comme je voulais, parce qu'on avait des cas particuliers, on va dire, qu'à profiter tu vois. En fait, tout le setup était rapide. Tu te dis, ouais, trop bien, c'est bon, le setup est fait, j'ai pas besoin à réfléchir à l'architecture. Les erreurs sont bien gérées, etc. Mais par contre, après, c'était une tannée de jouer avec le routeur, par exemple, pour acheter des analytics, pour acheter certains trucs. C'était un enfer. Puis après, tu te retrouves dans un cycle infernal de modules qu'il faut chercher pour corriger des problèmes que tu n'aurais pas eu de base en natif, enfin avec la lib native. Et donc au final, je crois qu'au bout de 2 semaines de dev, j'ai tout cassé. J'ai dit bon, on repart sur du Vue pur. J'ai recréé mon architecture parce que de toute façon, je l'avais déjà fait avant et puis voilà, quoi. Ouais, t'as le côté mise à jour aussi. Ces outils-là, malheureusement, à l'heure actuelle, je les trouve pas super stables dans le sens où tous les ans, t'as une mise à jour assez importante qui va péter la moitié de ton truc. Et vu que
tu mets beaucoup de code autour de cette logique de ce framework-là, tu te retrouves à devoir écrire beaucoup de choses, ce qui est pas très pratique. C'est pas Si je toujours compare à du back-end où j'ai l'impression que ça évolue beaucoup moins vite, quoi. On est beaucoup plus précautionneux sur du Laravel ou du Symfony sur les évolutions du framework, alors que sur le front, ils n'hésitent pas à dire, bon, bah, en fait, on en a tout changé. Clairement. C'est le seul avantage que je trouve au back par rapport au front. Moi, je préfère largement plus le front que faire du back, mais le seul avantage du back pour moi, c'est que c'est stable dans le sens où c'est plus lent, donc il y a moins de changements. C'est un gros avantage et aussi un inconvénient dans certains cas, mais le fait que ça bouge pas tant que ça, tu te dis bon bah c'est rassurant, tu vois. Et encore, j'ai l'impression que ça change un peu, tu vois. Là, à Laravel, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle version tous les 6 mois. Mais ouais, mais Laravel, il doit un cycle de 6 mois, c'est pour ça, ouais. Mais ça, en tout cas, c'est plutôt cool. Ça avance. C'est vrai que ça avance plus lentement et même quand ça avance, même que ça change de version, t'as pas non plus 15 milliards de choses qui changent et ça te permet de garder une architecture assez cohérente par rapport aux versions précédentes en fait. Donc c'est plutôt cool. Ok, donc toi, plus de missions React en ce moment, du coup, sur là, les dernières. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, clairement, j'ai l'impression que c'est assez rare des technos comme ça qui, d'un coup, convertissent beaucoup de boîtes. Mais ouais, j'ai l'impression que la plupart des boîtes maintenant, c'est un peu comme le jQuery à l'époque, tout le monde faisait du jQuery. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde fait du React ou du Vue, mais en tout cas, utilise directement un de ces frameworks-là pour concevoir le front-end, quoi. Toi, aujourd'hui, si tu devais conseiller à un junior, la question un peu tricky, un junior qui se dit, tiens, je me lance en dev, je viens de faire mes études, qu'est-ce que tu me conseilles? Première question, c'est est-ce que tu me conseilles de me spécialiser ou d'être généraliste? Ça, c'est une question que j'ai souvent. Est-ce que je dois être généraliste ou est-ce que je dois me spécialiser? C'est pas évident. Alors déjà, comme je dis, moi, je suis un peu écarté du milieu CDI et tout, donc je n'ai pas forcément une vision de la réalité du monde du travail, mais mon point de vue sur ça, c'est que faut pas trop se focaliser sur une techno. Surtout qu'aujourd'hui, les socles des librairies sont relativement légers, mais vous dites pas je me spécialise dans React, parce que en fait, ce qu'il faut plutôt se dire, c'est je vais apprendre le JavaScript et le fonctionnement général, et après, vous avez, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez passer facilement de React, Svelte, Vue à n'importe lequel. Et pendant c'est pendant votre travail que vous allez justement vous améliorer, vous perfectionner. Mais en fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre la base, parce que si vous comprenez pas la base, les frameworks et les librairies évoluent et vous allez galérer à toujours suivre la tendance. Donc pour moi, c'est important d'avoir vraiment les bases. Donc j'aurais tendance à me focaliser sur ça et de pas se dire directement je sais faire du React, mais en dehors de React, je sais pas écrire une ligne de JavaScript, parce que c'est pas forcément très bien et vous allez avoir du mal à passer d'une techno à l'autre. Et l'inconvénient, c'est que du coup, dès qu'il va y avoir des changements, vous allez devoir tout réapprendre. Donc moi, je suis plutôt avis d'être généraliste et de s'intéresser un petit peu au truc, mais pas forcément d'investir des heures et des heures, parce que ça se fait un peu sur le tas, quoi. Et disons que du coup quelqu'un part un peu sur ça, tu vois, il se dit ok, je suis généraliste, etc. Quels seraient les technos que toi, si toi t'étais là junior et tu dis bon, il faut que je choisisse quand même 2-3 technos sur lesquels me positionner, sur quel techno tu te positionnerais? Ouais. Même en tant que freelance, même en freelancing. Ouais, mais tu vois, le marché du freelancing, vu que j'ai pas cherché, j'ai pas regardé où en était le marché. C'est-à-dire que c'est les missions qui viennent vers moi, entre guillemets. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément En fait, je dirais d'abord de commencer à regarder justement comment est le marché. Par exemple, ça sert à rien de se dire je vais apprendre un framework PHP qui m'intéresse, mais il y a personne qui l'utilise, parce que bon, c'est pas terrible. Alors certains diront oui, mais au moins t'es l'exception, mais c'est pas forcément ultra efficace, surtout quand on débute, parce que on n'aura pas assez de compétences pour être intéressant pour les recruteurs. Donc j'aurais tendance à regarder déjà ça, et après de prendre des technos qui sont assez répandus pour commencer, parce que ça permet d'avoir un bon socle technique et de pouvoir s'adapter à plus de missions et potentiellement en trouver une, quoi. Donc pour ce qui est du back-end, moi j'aime bien PHP, avec un framework comme Symfony, parce que Symfony est pas mal utilisé en France, plus que Laravel, il me semble. Après, je sais que il y a pas mal de missions. Pour le web, il y a pas mal de missions aussi en Java. Ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. Et après, côté front-end, effectivement, React, comprendre en fait le principe de React pour pouvoir ensuite passer sur d'autres technos comme Vue ou autres si c'est nécessaire. Mais je dirais ne pas se fermer au niveau de son profil et être prêt peut-être à même postuler à des missions pour lesquelles vous n'avez pas nécessairement un niveau de compétence énorme. Parce que personnellement, quand j'évalue un candidat,
Si j'évalue un candidat et qu'il y en a un, il me dit il est expert en React, mais il sait rien faire d'autre, je préférerais quelqu'un qui sait faire plein de petits trucs, qui est pas forcément, qui connaît pas les dernières choses de React, parce que je sais que je vais pouvoir lui donner les infos, le former, le faire monter en compétences. Alors que quelqu'un qui est expert React et qui n'a pas le socle technique de base, l'inconvénient c'est que quand je lui dis est-ce que tu dois créer une fonction, s'il comprend pas la portée des variables, s'il comprend pas comment créer une fonction, ben on va avoir du mal à avancer quoi qu'il arrive, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Mais après, c'est ma manière de juger les candidats, donc je suis pas sûr qu'elle soit forcément universelle pour le coup. Dans quel cadre est-ce que tu évalues des candidats, justement? En fait, je fais des missions Aujourd'hui, j'ai pas mal de missions qui sont en mode audit. C'est-à-dire que je rejoins une entreprise pour superviser leur travail. Donc le but de cette mission, c'est dès qu'ils font par exemple des commits, c'est-à-dire dès qu'ils font des modifications de code, je les évalue. Et donc dans le cadre de cette mission-là, je deviens référent technique pour l'entreprise. Et donc, quand ils ont des candidats, ils savent pas forcément l'évaluer sur la techno particulière. Donc, dans le cas que j'évoque, c'est React. Et du coup, ils font appel à moi pour venir évaluer le candidat et participer au recrutement. Donc, moi, c'est pas moi qui dis oui ou non à la fin, mais mon objectif, c'est d'aiguiller sur des questions un peu techniques et de dire ce que je pense du profil technique de la personne, quoi. Ok, pas mal. Ça, c'est des missions qui sont assez intéressantes et c'est des missions. Ça, t'as commencé à en avoir à partir de quand à peu près, ce genre de mission-là, un peu plus. Ça fait 2 ans et demi à peu près. Ouais. Ça fait, c'est ça, les premières à date il y a 2 ans et demi. Comment tu penses que C'est pas forcément quelque chose que je pense que c'est par le site encore une fois, parce que les gens ils peuvent s'y forment. Et c'est ça, et le fait que je fasse des formations sur certaines technos, ça donne cet argument d'autorité. Et du coup, avant aussi, c'était quelque chose que j'avais déjà reçu, mais que j'acceptais pas forcément, parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais j'ai pu le faire dans une entreprise où ça s'était bien passé, et parce que j'avais peur que ça soit tout le temps de la review de code et que ça soit un petit peu complexe. Mais finalement, ça s'était bien passé, et du coup, j'ai décidé d'accepter ces missions-là que jusqu'à maintenant, je refusais, quoi. Ok. Mais c'est ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'était plutôt un peu l'évolution naturelle d'une mission à la base classique, ou après on te dit, ah bah tiens, en fait, la mission s'est bien passée avec nous, est-ce que ça te dit de superviser certains recrutements ou certaines choses qu'on va faire plus tard, ou c'était des gens qui sont vraiment naturellement venus de nulle part avec une demande, tu vois, qui est assez précise quand même. Ouais, c'est bon. C'est plutôt ça. Mais en fait, si je réfléchis, c'est une demande qui est pas con du tout. Parce que en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais si je suis une entreprise, ça me permet je peux embaucher des juniors. Mais les juniors, le problème, c'est qu'ils vont galérer sur certaines choses, ils vont bloquer. Et donc, plutôt que d'embaucher un senior, ce que je peux faire, c'est prendre un freelance qui va les aider. Donc, au moins, il y a un support s'ils ont un problème. Et après, ces juniors-là, ils deviennent très bons en quelques mois. Et donc, c'est mieux pour une montée en compétences plutôt que d'avoir peut-être un profil senior qui peuvent pas se payer, quoi. Donc, je trouve que l'approche a été pertinente pour cette boîte-là, en tout cas. Et c'est des missions qui durent combien de temps en général enfin, pas sur la durée de la mission en elle-même, mais plutôt, est-ce qu'on est plutôt sur des demi-journées, sur 1 heure par-ci, 1 heure par-là, sur des journées pleines? Là, on est plus sur des demi-journées. Mais en vrai, ça finit souvent par on a besoin d'1 ou 2 heures d'aide de temps en temps. Et après, sur la durée, c'est à peu près des missions qui sont sur 6 mois. Après, ils sont capables de voler de leur propre salaire, entre guillemets. Mais c'est vraiment plus sporadique comme mission. Donc, par contre, d'un côté freelance, c'est un peu plus chiant à gérer parce que tu sais pas à l'avance quand est-ce qu'ils vont avoir besoin d'aide. Donc, c'est du chiffrage. Et en général, ça se passe comment? Ça se passe en début de mission, on dit on va avoir besoin de tant d'heures par mois. Et en fait, après, c'est à eux de consommer ces heures-là, quoi. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment un forfait d'heures. Et après, tu décomptes ces forfaits d'heures au fil de l'eau. Ouais. C'est une façon de faire qui marche plutôt bien aussi, je trouve, en fonction pour les gens, par exemple, qui font de la TMA, ce genre de choses, tu vois. Moi, j'avais déjà fait des missions comme ça où tu fais de la TMA sur des sites WordPress que j'avais fait. Et après la livraison, le client, il te dit, bon, bah, j'ai besoin d'acheter un pack d'heures de maintenance, entre guillemets, en cas de problème, par exemple. Ouais. Et sinon, bah là, une mission que j'ai fait un peu similaire il y a pas longtemps, c'était pour le département du 78, où bah pareil, c'était du consulting et c'est un pack d'heures et après tu as des rendez-vous. C'est assez flexible, mais en même temps, c'est plus galère à gérer dans ta vie de freelance, effectivement. Enfin, si t'as ça, il y a d'autres missions plus complexes. Ouais. Ouais, il faut être flexible en termes d'horaire et c'est ça qui est moins évident. Ouais. Ok, donc là, t'as vraiment plusieurs types de missions différentes au final aujourd'hui. Du front. Ouais, ce qu'on pourrait appeler du consulting ou des missions un peu plus avec du recul, des missions un peu plus managériales presque.
Ouais. Ok. Et donc là, on a parlé un peu des technos que tu ferais si tu étais débutant, etc. Donc tu resterais sur du PHP. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer ça. Il y a des fans de JS pour le bac partout. Qu'est-ce qui fait que tu arrives? Ouais, mais tu vois, à la limite, si tu fais si tu fais du JS, ça peut bien marcher. Moi, c'est juste que, en fait, j'ai commencé par PHP. Donc, ça me permet de faire des sites en PHP. Et donc, je me suis jamais posé la question. Mais si aujourd'hui, je refaisais une formation, bah, peut-être que c'est JS qui m'aurait plu, ou peut-être c'est Java ou un autre truc et j'aurais fait du Java. En vrai, je dis PHP parce que c'est celui que je connais. Mais c'est pas forcément un critère. Oui, bien sûr. Hein. Et Il n'y a pas de, pas de langage absolu. pour Ruby, par exemple, en fait, j'étais passé à Ruby parce que PHP, j'étais un peu frustré par je crois que c'était la version 5 de PHP, qui galérait un petit peu à évoluer. Et du coup, Ruby, on parlait beaucoup de Ruby on Rails et je me suis dit, bah, bon, on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai testé, j'ai beaucoup aimé pendant 3 ans, je pense. Mais en fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'au fil du temps, je crois que je suis devenu un petit peu adepte du typage. Parce que travaillant sur plein de projets différents, l'inconvénient, c'est que j'ai pas une bonne mémoire de comment sont structurées les choses. Et en fait, quand je passe d'un projet à l'autre, ben, je galère parce que je sais jamais à l'avance la forme des trucs que je reçois dans les fonctions, la forme des paramètres. Donc, je suis devenu plus adepte des langages qui sont typés et qui donnent un maximum d'informations où j'ai moins de travail mental à faire pour comprendre les choses. Donc là, encore une fois, c'est un truc qui est influencé par est-ce qu'on travaille sur plein de projets différents ou est-ce qu'on travaille sur un seul gros projet qu'on maîtrise? Et moi, vu que je travaille sur plein de projets différents, que je dois découvrir au fur et à mesure, ben, quand il n'y a pas de typage, je galère de fou. Et donc ça m'a fait un peu quitter Ruby on Rails, malheureusement. Et du coup, sur Ruby, ils n'ont pas évolué sur la manière de typer, parce que PHP, c'est vrai que à partir de PHP 7, le typage était un peu mieux géré, si on veut, que sur PHP 5, ça c'est certain. Et en PHP 8, c'était encore plus. Et sur Ruby, eux, ils n'ont pas évolué, du coup, sur cette partie-là. Non, il y a une alternative. Enfin, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Sorbet qui permet de faire une sorte de typage, mais c'est pas un truc inclus dans le langage. Et clairement, Ruby, comme Ruby on Rails, le créateur de Ruby on Rails a clairement dit il n'y en aura jamais parce que j'estime que c'est gênant. Donc, on sait que dans la direction qu'il prend, c'est ce qui fait aussi sa force, c'est Ruby on Rails. Il se base beaucoup sur des conventions, des méthodes magiques et ce genre de choses. Lui, il a dit, je continuerai de faire comme ça, quoi. Donc, je sais qu'il n'y a pas de perspective que ça devienne ce que moi j'ai. Donc, c'est pas forcément que la librairie est mauvaise ou que le framework est devenu mauvais, c'est juste que mes attentes ont changé et du coup, l'outil ne correspond plus à mes attentes. Parce que je me souviens qu'à une époque, t'en faisais beaucoup. Tu faisais même du CoffeeScript, qui était du Ruby qui permet de générer du JS derrière. C'était une belle époque, le CoffeeScript. Moi, j'étais pas très fan, parce que moi, je suis pas un adepte du typage. Donc, j'étais pas hyper fan, mais ça a divisé pas mal. Mais c'était surtout parce qu'à l'époque, je crois qu'on pouvait pas écrire des classes parce qu'on n'avait pas les classes exactement. Et du coup, c'était pratique. Enfin, le JavaScript de l'époque, il était quand même, faut pas se mentir, dégueulasse. Et du coup, c'était une bonne manière d'écrire du JavaScript un peu plus moderne. Mais c'était une syntaxe qui faisait pas l'unanimité. Ouais, c'était avant que le ES6 devienne quelque chose et que ça devienne un peu un peu le standard. C'était le pré-ES6, quoi, on va dire. Exactement. C'est une pré-ES6. Ok. Ouais, écoute, j'étais ravi de t'avoir. On a discuté de pas mal de choses. Est-ce que tu as un conseil à donner aux développeurs juniors? J'ai deux conseils que j'aimerais bien avoir de ta part. C'est un conseil que tu as à donner aux développeurs juniors sur comment avancer dans leur carrière, que ce soit comment trouver leur premier job ou comment s'améliorer en tant que dev. Et de l'autre côté, j'ai une autre question pour les développeurs qui veulent se lancer en freelance au forfait, qui aimeraient peut-être avoir une vie un peu plus comme la tienne et pas forcément en régie. Aujourd'hui, la régie, ça devient un peu la norme, mais il y a plein de gens qui aiment pas forcément ça ou qui n'ont pas la possibilité de le faire. Parce que la régie, c'est bien c'est bien et c'est possible quand t'es dans des grosses villes. Mais si t'es à Mulhouse, à Mulhouse, je pense pas qu'il y ait 15 000 offres d'emploi en régie. Donc voilà, j'ai un peu ces deux questions-là. Donc commençons par la première. Quel conseil t'as à donner aux développeurs juniors ou aux développeurs juste qui veulent avancer dans leur carrière et devenir de meilleurs développeurs? Moi, je dirais que le principal conseil que j'aurais à donner, c'est de trouver un projet ou un truc qui vous donne envie, même pas forcément un projet qui va voir le jour ou qui va devenir agressif plus tard, mais trouver un projet ou un truc qui vous motive parce que ça va vous permettre de tester, de vous forcer à apprendre des choses, à aller sur des choses que vous connaissez pas. En fait, si vous essayez de juste apprendre purement de la théorie, vous n'allez rien retenir parce que le dev, c'est vraiment beaucoup de pratique. Et pour pratiquer, il faut trouver un truc qui vous intéresse. Donc, je dirais que c'est ça, pour moi, le principal conseil que j'aurais à donner.
c'est n'apprenez pas pour juste le plaisir d'apprendre, ça sert à rien. Essayez de vous trouver un petit cas concret. Et si jamais vous regardez un tuto qui vous explique comment faire quelque chose, essayez d'aller un petit peu au-dessus, au-delà et de vous dire ah ben tiens, je vais essayer de rajouter cette fonctionnalité qui n'est pas expliquée dans la vidéo pour justement voir si j'ai bien compris tout ce que j'étais censé comprendre, quoi. Ça vous résume. Ok. Et pour les freelances, du coup, qui aimeraient se lancer en freelance au forfait comme toi, quel conseil tu pourrais donner, même si je sais que tu as dit que toi, tu as eu beaucoup, au final, de recommandations, donc ça t'est un peu tombé dessus. Si tu prends du recul sur ta situation et que tu réfléchis un peu vraiment à tout ce qui t'est arrivé et que tu essaies de trouver un raisonnement logique, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui veulent se lancer en freelance pour trouver leur premier client, etc. Et prends ton temps, t'inquiète pas, l'idée c'est vraiment d'avoir un Moi, je dirais d'être adaptatif, je sais pas si le terme existe même, en fait de s'adapter et de pas forcément vous cantonner à une mission particulière, parce que si je prends mon cas, j'ai fait vraiment de tout et parfois j'ai même pris des missions où j'avais pas forcément les compétences techniques totales pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai peur de me lancer dans ce projet-là parce que je sais pas le faire. C'est systématique, c'est-à-dire que la plupart des projets sur lesquels je travaille, il y a des choses que je sais pas faire avant de commencer à le faire. Donc après, n'allez pas directement sur un truc hyper compliqué non plus, mais n'hésitez pas à prendre des projets qui sortent peut-être de votre domaine de compétences et soyez flexible dans ce que vous acceptez. Vous dites pas moi je veux faire que du React qui est fait avec Next. Si on me propose une autre mission, je refuse. Parce que dans ce cas-là, vous allez vous fermer pas mal de portes. Pareil, il y a des technos peut-être qui vous intéressent moins, mais ça peut être une manière de trouver du travail. Donc moi, j'aurais tendance à dire, essayez d'accepter un maximum de choses au début. Et ensuite, une fois que vous aurez votre base client, vous allez pouvoir un petit peu filtrer et vous dire, là maintenant, j'ai assez de projets pour justement refuser certains projets et ne prendre que ce qui m'intéresse. Et moi, personnellement, je sais que, et encore jusqu'à récemment, j'acceptais absolument n'importe quoi parce que j'ai besoin de travailler et c'est ce qui est important avant tout, quoi. Je pense que c'est un bon résumé et ça va un peu de pair aussi avec le fait de choisir des choses qui nous plaisent, parce que je pense que plus ça te plaît, plus quand je dis que ça te plaît, ça peut être la techno, ça peut être le projet en lui-même, ça te permet de rentrer dans la mission et d'être motivé pour apprendre les choses que tu ne connais pas, te donner à fond pour la mission, avoir un bon résultat pour le client. Et en fait, ces clients-là, pour moi, ils vont te recommander parce que tu as été non pas parce que tu as été le meilleur techniquement. Je pense que dans beaucoup de cas, quand on recommande quelqu'un, c'est pas parce qu'il était le meilleur techniquement parlant, c'est parce qu'il était le plus adaptatif, justement. C'était peut-être celui qui a arrangé le client pendant la mission sur certaines choses, qui a su être peut-être force de proposition ou qui s'est bien entendu avec les équipes. Souvent, moi, ce qui fait qu'on m'a recommandé, j'ai fait la rétrospective un peu de mes missions, c'est que moi, j'étais un des rares devs à l'époque où j'ai commencé, par exemple, même sur du WordPress, qui comprenait l'aspect business un peu, on va dire. C'est-à-dire que l'aspect métier, plutôt. On va pas dire business, mais l'aspect métier. Et les clients, ils aimaient ça. C'est-à-dire que même si j'étais pas le meilleur techniquement, etc., ils aimaient bien le fait que je comprenne là où ils veulent aller, et donc je leur trouvais des solutions. Parfois des solutions que d'autres devs auraient dit mais non, c'est pas bien, c'est pas propre. Ouais, mais pour le client, avec son budget, c'est peut-être la seule solution en fait. Et donc les clients appréciaient ça. Et ça a fait qu'il y en a beaucoup qui me recommandaient à d'autres, de par ce truc un peu de ok, Ariel, c'est le dev qui saura faire X, Y, Z. Et le fait que je sache parler aussi avec des designers, c'est-à-dire que j'étais jamais fermé à bosser avec des designers et à dire ah non, ils font mal les calques ou je sais pas quoi. Bon un designer il fait mal son calque, c'est la vie, je me démerde pour améliorer le truc et voilà. Et en fait ça, je pense que c'était aussi apprécié. Donc je pense que faire quelque chose qu'on aime et être adaptatif, comme je dis, c'est un bon moyen que le client soit content et qu'il te recommande pour d'autres missions. Et du coup, créer un cercle un peu vertueux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, si ça se passe mal et qu'en plus le feeling est mauvais, ça aide pas pour trouver les missions suivantes, quoi. Pour clore le podcast, et si là aujourd'hui, on a beaucoup parlé tout à l'heure de projets, d'entrepreneuriat, et toi, tu parlais justement du fait qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui t'intéressait à cause de la partie risque, etc. Si aujourd'hui, tu avais quelqu'un qui venait te voir avec un projet où toi, le projet, tu l'adores. Enfin, sur le papier, par exemple, je sais pas, ça peut être quelque chose peut-être très technique, admettons. Peut-être quelque chose autour des freelances. Tu vois, vu que toi, t'es freelance depuis un moment. Toi, t'as un comptable ou pas? Je me souviens plus. Ouais, j'ai un comptable, ouais. Ok. Donc, toutes les factures, etc., le comptable, il te fournit un logiciel ou tu utilises quelque chose de particulier? Non, je l'envoie par mail. C'est un bureau comptable un peu à l'ancienne, j'ai l'impression. Mais je veux tellement pas la gérer que j'envoie tout, vous vous débrouillez. C'est pas mon problème. Mais du coup, comment tu crées tes factures pour les clients? Tu les crées avec quoi? J'utilise une application qui s'appelle GetHarvest.
Et en fait, c'est une application je l'utilise essentiellement parce qu'elle me permet de suivre mon temps. Donc en fait, je rentre mes projets et ensuite, quand je commence à travailler, je dis, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Je mets la tâche que je suis en train de faire et à la fin, ça me permet d'avoir une facture détaillée. C'est pas forcément le côté facture qui m'intéresse, mais c'est le côté détail. Ouais, le côté détail, du temps, etc. Ouais, parce que ça permet au client de savoir quand est-ce que j'ai travaillé, quelle demi-journée et tout. Donc, c'est ce côté-là qui m'intéresse. Et disons qu'il y a un Get Harvest Biz qui vient te voir et qui te dit tiens, regarde, c'est un truc qui te touche, c'est un outil pour aider les freelances à mieux gérer leur mission, leur temps. Aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel, avec les missions que tu as eues, avec le temps un peu que tu as aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu serais prêt à entre guillemets, annuler, enfin, on va dire à arrêter un peu le freelance ou à ralentir dessus pour aller sur un projet comme ça? Disons que le projet, il te plaît absolument. Tu vois, tu te dis, OK, oui, j'adore ça. Là, ce projet-là, le projet que tu me vends, là, je me dis, bon, il y en a déjà tous des sites comme ça. Ah ouais, mais oui, un exemple, c'est pour dire quelque chose qui te touche, quoi. Oui, c'est quelque chose qui me touche, oui, évidemment. Mais voilà, il faut que ça me touche, faut que ça arrive. Donc, c'est très difficile. Okay. Mais après, c'est pas forcément que sur un point de vue technique, ça peut aussi d'un point de vue idéologique, ou ce genre de choses aussi. OK, en termes d'idéologie ou même en général, ce serait quoi, tu penses, le projet parfait, ou si quelqu'un, est-ce que tu as un peu une idée du projet parfait, ou si quelqu'un te disait, tiens, je veux créer ça, tu serais, on va dire, déjà peut-être 70% on board et les 30%, ce serait plus sur le côté justement risque, etc. Mais ce serait quoi le projet où vraiment tu te dis, OK, là, ça me parle, ça me touche à fond, je suis hyper motivé? Je dis, je vais rien dire parce qu'après, du coup, les gens vont envoyer que ce type de projet, donc. Mais j'avais à un moment donné, mais pareil, c'est ça a déjà été développé, mais c'était une appli pour trouver des gens pour promener ton chien, tu vois, ce genre de trucs, des trucs un peu simples. Mais après, en fait, souvent, le problème, c'est que quand tu poses des projets comme ça, tu réfléchis et 10 secondes plus tard, tu trouves des trucs qui marchent pas du tout. En fait, souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à dire la tech, ça peut amener des solutions. Et on oublie que ça amène des problèmes. Tu vois, dans ce cas-là, je me dis, OK, mais c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont mal s'occuper des chiens, ça va être l'enfer, et du coup, c'est chiant à gérer. Donc, c'est souvent ça aussi, c'est que des fois, les projets, ça paraît être une bonne idée sur le papier, mais dans les faits, pas forcément évident. OK. Bon, écoute, c'était un plaisir de t'avoir, et j'espère que les gens en savent plus sur ton parcours, et je suis persuadé que ça va aider plein de gens ce podcast, donc j'étais très content de t'avoir. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.